Une mendiante en pleurs apparaît à la grille d'un millionnaire. Une jeune mendiante apparaît en pleurant à la grille d'un millionnaire. Dans ses bras, elle porte 3 bébés. Ce sont vos enfants. Le milliardaire reste figé, ne comprenant pas comment cela est possible. Mais ce qu'elle révèle ensuite choque le pays tout entier. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Du haut de son empire de verre et d'acier, François Lemaire observait la ville qui s'étendait à ses pieds à travers les fenêtres de son penthouse au dernier étage de l'immeuble qui portait son nom. La vue privilégiée était un rappel constant de tout ce qu'il avait conquis et de tout ce qu'il avait sacrifié pour arriver là. L'horloge murale indiquait précisément 15h43, et comme tous les jours depuis 20 ans, le silence était son seul compagnon. Sa pas calculé résonnait sur le sol en marbre, tandis qu'il se dirigeait vers son bureau privé. Les murs, ornés de tableaux abstraits méticuleusement sélectionnés par son décorateur, semblaient l'observer avec la même froideur qu'il consacrait au monde. Chaque objet dans cet environnement avait un but précis, une fonction claire, tout comme chaque décision qu'il avait prise au cours de sa vie. Cet après-midi particulier, quelque chose était différent. Une inquiétude inhabituelle le perturbait depuis son réveil. Peut-être était-ce le ciel chargé de nuages gris qui s'approchaient, promettant un orage, ou peut-être était-ce ce courriel reçu plus tôt de son assistant, lui rappelant le 25e anniversaire de son fils, Thomas, date qu'il avait cessé de célébrer depuis longtemps. Il s'assit dans son fauteuil en cuir italien, le tournant pour faire face à la bibliothèque en acajou qui occupait tout le mur. Parmi les livres d'économie et de gestion, une vieille boîte attira son attention. Il ne se souvenait pas de l'avoir vue là auparavant. Probablement Madame Moreau, sa gouvernante depuis 2 décennies, l'avait trouvée pendant le rangement semestriel et l'avait placée là. D'un geste hésitant, chose rare dans ses actions toujours décidées, François prit la boîte. La poussière accumulée témoignait d'années d'oubli. En l'ouvrant, son cœur, ce muscle qu'il avait juré avoir transformé en pierre, manqua un battement. Un dessin d'enfant soigneusement encadré montrait 2 personnages en bâton, un grand et un petit, se tenant la main sous un soleil jaune brillant. Dans le coin inférieur, d'une calligraphie irrégulière et enfantine, on pouvait lire « Pour le meilleur papa du monde, je t'aime, Thomas ». L'homme d'affaires ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, un nœud dans la gorge. Ses mains, normalement fermes pour signer des contrats millionnaires, tremblaient légèrement. Les souvenirs, qu'il s'était tant efforcé de supprimer, commençaient à émerger comme des bulles dans l'eau bouillante. Il se souvint du jour où Thomas avait fait ce dessin. C'était le 6e anniversaire du garçon, et il avait promis d'être présent. Mais une affaire importante avait surgi à la dernière minute. Il surgissait toujours quelque chose d'important. Lorsqu'il était rentré chez lui, tard dans la nuit, il avait trouvé le dessin sur son bureau, accompagné d'un morceau de gâteau que personne n'avait mangé. À partir de ce jour, les absences étaient devenues plus fréquentes. Les promesses brisées s'étaient multipliées et le sourire de Thomas s'était progressivement éteint. Jusqu'à ce qu'à 12 ans, le garçon aille vivre avec sa mère dans un autre pays. Et François avait permis que la distance physique se transforme également en distance émotionnelle. Un tonnerre assourdissant le ramena au présent. L'orage qui s'annonçait était finalement arrivé. De grosses gouttes de pluie commencèrent à frapper les fenêtres du bureau, créant une mélodie irrégulière qui semblait se moquer de sa solitude. François se leva brusquement, se sentant étouffé par ces murs qui auparavant lui apportaient tant de confort. Sans réfléchir à 2 fois, chose inédite pour quelqu'un qui calculait chaque mouvement, il prit son manteau et sortit du bureau. Il ignora l'ascenseur privé et descendit par les escaliers, comme si chaque marche l'éloignait un peu plus de cette réalité qu'il avait lui-même construite. Dans le hall, il ignora les salutations respectueuses des employés et les questions inquiètes du portier lui demandant s'il devait appeler son chauffeur. Pour la première fois depuis des années, François Lemaire, le titan des affaires, l'homme connu pour son froid calcul, sortit marcher sous la pluie sans destination précise. Les gouttes qui ruisselaient sur son visage se mêlaient à quelque chose d'autre, des larmes qu'il ne savait même plus qu'il était capable de verser. La pluie tombait impitoyablement sur la ville, tandis que François marchait sans but, laissant ses pieds le guider dans des rues de moins en moins familières. Son costume italien, maintenant trempé, pesait sur ses épaules comme les souvenirs qu'il tentait de traiter.
Les gens couraient s'abriter. Certains le regardaient avec étrangeté. Après tout, il n'était pas courant de voir un homme si bien habillé errer sous la tempête. Après presque 1 heure de marche, il se retrouva dans un quartier modeste, bien différent des zones qu'il fréquentait habituellement. Les vitrines n'affichaient pas de marque, de luxe, mais des produits du quotidien. L'odeur du café fraîchement préparé émanait d'un petit café au coin de la rue, se mêlant au parfum de la pluie. Quelque chose dans cette simplicité l'attira. Il entra dans l'établissement, où quelques clients conversaient joyeusement, indifférents à sa présence. Une dame âgée servait du café avec des tartines grillées à un groupe d'ouvriers qui discutaient de football. Un jeune couple partageait une part de gâteau, riant de quelque chose de personnel. Toute la scène semblait sortie d'un monde dont il avait oublié l'existence. Il s'assit à une table près de la fenêtre, commandant simplement un café noir. Pendant qu'il attendait, il observait l'activité de la rue à travers la vitre embuée. C'est alors que ses yeux captèrent une scène qui fit serrer son cœur. De l'autre côté de la rue, dans un petit parc mal éclairé, une fille qui ne devait pas avoir plus de 12 ans était assise sur un banc complètement trempé. Mais ce n'était pas seulement la vision de la fillette qui l'avait frappée. C'était ce qu'elle portait. 3 petits paquets dans des couvertures qu'elle tentait désespérément de protéger de la pluie avec son propre corps. Son instinct, celui-là même qu'il avait enterré sous des années d'affaires et de froideur, le poussa à agir. Laissant quelques billets sur la table, suffisants pour payer des dizaines de cafés, François traversa la rue. Il s'approcha prudemment, ne voulant pas effrayer la fillette. Elle leva les yeux vers lui, révélant un visage marqué par la fatigue et l'inquiétude, mais avec un regard de défi qui lui rappela instantanément Thomas. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix normalement autoritaire maintenant douce et hésitante. La fillette l'étudia pendant quelques secondes avant de répondre. « Pas vraiment, » admit-elle avec une honnêteté surprenante, « mais ils doivent aller bien. » Elle indiqua les paquets d'un léger mouvement de tête. C'est alors que François réalisa, c'étaient des bébés. 3 petits bébés qui ne devaient pas avoir plus de quelques mois. Ils étaient relativement secs grâce aux efforts de la fillette, mais tremblant de froid. « Ce sont mes petits frères, » expliqua-t-elle, remarquant son regard perplexe. « Des triplés. Maman, elle a dû partir il y a quelques semaines. Elle n'a laissé qu'une note et quelques pièces. J'ai essayé, je jure que j'ai essayé de m'occuper d'eux, mais... » Sa voix faiblit, et pour la première fois, la façade de force commença à se fissurer. « Comment t'appelles-tu » demanda François, sentant quelque chose s'éveiller en lui. « Sophie » répondit-elle, ajustant l'une des couvertures. « Et eux, ce sont Michel, Raphaël et Gabriel. » Un tonnerre particulièrement fort fit s'agiter les bébés, et Sophie les serra plus fort, comme si elle pouvait les protéger du monde entier, avec ses petits bras. C'est à ce moment que François le maire, l'homme qui avait construit un empire basé sur des décisions froides et calculées, prit la décision la plus impulsive de sa vie. « Sophie, » dit-il, s'agenouillant sur le trottoir mouillé, son costume, coûteux maintenant complètement ruiné, « vous ne pouvez pas rester ici. Laisse-moi vous aider, j'ai un grand appartement chaud et sec. Nous pourrons y prendre soin des bébés jusqu'à ce que nous trouvions une solution. » La fillette le regarda avec méfiance. Une méfiance acquise dans les rues, durant les dernières semaines de survie. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Simplement. » François aurait pu mentir. Il aurait pu inventer une histoire élaborée ou utiliser sa rhétorique persuasive habituelle des affaires. Mais pour la première fois depuis des décennies, il choisit la vérité la plus simple et la plus crue. « Parce que j'ai échoué une fois en tant que père », admit-il, sentant les mots sortir comme un poids de sa poitrine. « Et peut-être que l'univers me donne une seconde chance de faire ce qui est juste. » L'ascenseur privé de l'immeuble Le Maire n'avait jamais transporté de passagers aussi inhabituels. François tenait 2 des bébés, tandis que Sophie portait le 3e, conservant toujours ce regard de méfiance mêlé d'espoir. Quand les portes s'ouvrirent directement sur le penthouse, les yeux de la fillette s'écarquillèrent devant le luxe qui se dévoilait devant elle. Madame Moreau, qui organisait quelques documents sur la table latérale du salon, laissa tomber les papiers en voyant son patron trempé, accompagné d'une fillette en haillons et de 3 bébés. En 20 ans de travail pour François le maire, jamais elle ne l'avait vu dans un état aussi altéré ou manifestant une quelconque émotion. « Monsieur le maire », commença-t-elle, mais elle fut interrompue.
« Élise, j'ai besoin de votre aide », dit François, avec une urgence qu'elle n'avait jamais entendue dans sa voix. « Voici Sophie, Michel, Raphaël et Gabriel. Ils ont besoin d'un bain chaud, de vêtements secs et de nourriture. Les bébés doivent être examinés par un médecin immédiatement. » La gouvernante, encore abasourdie, observa tandis que son patron tentait maladroitement de tenir les deux bébés qu'il portait. L'un d'eux commença à pleurer, et pour la première fois de sa vie, François le maire semblait complètement perdu sur ce qu'il fallait faire. Par tous les saints, Madame Moreau sortit finalement de son état de choc. « Donnez-moi ces enfants avant que vous ne les laissiez tomber. Sophie, ma chérie, viens avec moi. Nous allons donner un bain chaud à tout le monde. » Pendant que Madame Moreau prenait le contrôle de la situation avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà élevé 3 enfants, François se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Rechercher sur son téléphone comment s'occuper de nouveau-nés. Les recherches le menèrent à une série de tutoriels vidéo sur le changement de couche, la température idéale du bain et la préparation des biberons. 1 heure plus tard, les bébés étaient propres, nourris et dormaient dans un lit improvisé avec des coussins du canapé. Sophie, vêtue d'un vieux t-shirt de Thomas que Madame Moreau avait trouvé dans un placard, prenait une soupe chaude dans la cuisine. La gouvernante, après s'être assurée que tout le monde était bien installé, confronta son patron dans le bureau. « Monsieur le maire, qu'avez-vous exactement l'intention de faire ?» demanda-t-elle avec cette franchise que seules les années de cohabitation permettaient. « Ces enfants ont besoin de plus qu'un toit et de la nourriture. Ils ont besoin de papiers, de soins médicaux, d'une structure légale. » François, qui avait échangé son costume mouillé contre des vêtements secs, regardait par la fenêtre. L'orage tombait toujours dehors, mais à l'intérieur de lui, une clarté inhabituelle se formait. « Je sais, Élise, et c'est exactement ce que je vais organiser. » Il prit le téléphone et fit 3 appels. Le premier à son médecin personnel, sollicitant une visite urgente. Le second à son équipe d'avocats, leur ordonnant de commencer immédiatement à travailler sur des mesures légales pour protéger les enfants. Et le troisième fut pour un grand magasin passant une commande qui laissa la vendeuse perplexe. Tout le rayon enfant. « Vous voulez acheter tout le rayon ?» demanda la vendeuse, incrédule. « Oui. Vêtements, couches, jouets, berceaux, poussettes, tout. Et j'ai besoin que ce soit livré aujourd'hui même. » Quand il raccrocha, il trouva Madame Moreau qui l'observait avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant, quelque chose entre l'admiration et l'inquiétude. « Êtes-vous sûr de cela ? Ce n'est pas une décision qu'on prend ainsi, dans le feu de l'action. » François marcha jusqu'à la porte du bureau, d'où il pouvait voir Sophie endormie sur le canapé du salon, les 3 bébés blottis près d'elle. La scène provoqua quelque chose en lui, une sensation depuis longtemps oubliée, de quand il tenait Thomas encore petit dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, Élise, je ne pense pas comme un homme d'affaires. Je ne calcule pas les risques ou les rendements. Je ressens simplement. Et vous savez quoi? C'est effrayant. Mais c'est aussi la chose la plus réelle que j'ai expérimentée depuis que j'ai décidé que le succès était plus important que l'amour. L'un des bébés commença à pleurer. Et avant que Madame Moreau ne puisse bouger, François était déjà en route vers le salon. Lui, qui avait toujours délégué toutes les tâches personnelles, se voyait maintenant confronté au défi le plus basique et en même temps le plus complexe, prendre soin d'un autre être humain. Il prit maladroitement le bébé dans ses bras, essayant de se rappeler les vidéos qu'il venait de regarder. Le petit, il ne savait pas encore distinguer lequel des 3 c'était, continua à pleurer. Sophie se réveilla avec le bruit et, somnolente, expliqua « C'est Michel, il pleure toujours comme ça quand il a faim. » Le lendemain matin, tandis que François tentait sans succès de préparer un biberon en suivant les instructions d'une vidéo YouTube, son téléphone ne cessait de sonner. Une employée du grand magasin, impressionnée par l'achat inhabituel de la veille, avait partagé sur les réseaux sociaux une photo du milliardaire portant des sacs de couches et de vêtements pour bébé dans le hall de son immeuble. L'image était devenue virale instantanément. L'homme connu pour sa froideur dans les affaires, celui qui avait déjà fermé des entreprises entières sans sourciller, apparaissait avec les cheveux en désordre, portant des produits pour enfants. Les spéculations sur les réseaux sociaux se multipliaient. Était-ce une stratégie de marketing? Une crise de la quarantaine? Une crise psychotique? Monsieur?
Le maire, appela Madame Moreau, entrant dans la cuisine et prenant le contrôle du biberon qu'il était sur le point de ruiner. Votre attaché de presse est en ligne. Il dit que c'est urgent. François regarda le téléphone qui ne cessait de clignoter, puis Sophie, qui jouait avec Raphaël sur le tapis du salon, tandis que les deux autres bébés dormaient. La décision fut étonnamment facile. Il éteignit l'appareil. Cependant, la paix ne durerait pas longtemps. 1 heure plus tard, le portier de l'immeuble appela sur l'interphone interne. Une petite foule de journalistes se formait à l'entrée de l'édifice. Tous voulaient savoir ce qui expliquait le changement soudain dans le comportement de l'homme d'affaires le plus froid de Paris. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Sophie, serrant instinctivement Gabriel, qui commençait à pleurer, avec le bruit des sirènes des voitures de reportage en bas. C'est Madame Moreau qui eut l'idée. « Il existe une entrée de service que peu connaissent. Nous pouvons l'utiliser pour sortir si nécessaire, sans que personne ne nous voie. » Mais François avait d'autres plans. Des années d'expérience dans les affaires lui avaient appris que, parfois, la meilleure défense est l'attaque. Il prit sa tablette et commença à taper un courriel pour toute son équipe de communication. « Il n'y aura pas de déclarations officielles sur ma vie personnelle. Toute spéculation sur mes actions privées sera traitée par mes avocats. À partir d'aujourd'hui, je me retire temporairement de la présidence exécutive des entreprises Le Maire pour résoudre des questions personnelles. Richard Dumas, actuel, vice-président, assumera l'intérim. » Après avoir envoyé le courriel, il se tourna vers Sophie qui l'observait avec curiosité. « Tu comprends ce qui se passe ?» La fillette acquiesça lentement. « Les gens sont curieux parce que vous êtes important et que vous nous aidez. Ils trouvaient ça étrange parce que vous avez toujours semblé différent. »« Différent comment ?» demanda François, véritablement intéressé par la perception de la fillette. « Comme ces mannequins en verre qu'on voit dans les vitrines des magasins chers. Beaux mais froids et vides à l'intérieur. » La sincérité crue de la réponse le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. À ce moment, l'un des bébés commença à pleurer, rapidement suivi par les deux autres. Un effet domino que François commençait déjà à bien connaître. Sophie courut pour les secourir et il la suivit, essayant d'aider de la manière maladroite qu'il pouvait. Tandis qu'il tentait de calmer les triplés, une notification silencieuse apparut sur l'écran de la tablette qu'il avait laissée sur la table. C'était un courriel de Thomas, son fils, qui ne communiquait plus avec lui depuis des années. L'objet du message était simple et direct. « C'est quoi cette histoire ?» François sentit son cœur s'accélérer, mais avant qu'il ne puisse ouvrir le courriel, Michel régurgita tout le lait sur sa chemise en soie italienne. Pour la première fois de sa vie, une réunion d'affaires, même si c'était avec son propre fils, devrait attendre. Il y avait des couches à changer, des bouches à nourrir et, plus important, des cœurs à réchauffer. Madame Moreau, observant la scène. Depuis la porte, s'autorisa un petit sourire. En 2 décennies de travail, jamais elle n'avait vu son patron si humainement imparfait ou si véritablement vivant. Tandis que la ville s'éveillait pour une nouvelle journée, François restait éveillé, les yeux fixés sur l'écran de la tablette, où le courriel de Thomas attendait toujours une réponse. Les dernières 48 heures avait transformé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le silence sépulcral de son penthouse avait été remplacé par des pleurs de bébé, des rires d'enfants et le mouvement constant de Madame Moreau et Sophie dans les couloirs. « Monsieur, vous devez dormir un peu, » dit Madame Moreau, entrant dans le bureau avec une tasse de café. « Vous êtes éveillé depuis 2 jours. » François se contenta d'acquiescer, ses yeux toujours rivés sur l'écran. La gouvernante, qui le connaissait mieux que quiconque, perçut son hésitation. « C'est de Thomas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Le courriel. »« Comment savez-vous ?»« Seul. »« Thomas peut vous rendre aussi vulnérable. » Le mot le frappa. « Vulnérable. » C'était exactement comme il se sentait. Lui, qui avait toujours maintenu le contrôle absolu de tout, se voyait maintenant complètement exposé, non seulement au monde à travers les réseaux sociaux, mais surtout à lui-même. Un bruit venant du salon interrompit ses pensées. C'était Sophie, essayant de calmer Raphaël qui semblait particulièrement agité ce matin-là. François se leva pour aider, mais quelque chose sur la table de Madame Moreau attira son attention. Une petite boîte en bois qu'elle était en train d'organiser, contenant des objets personnels trouvés avec les enfants.
Parmi les quelques objets dans la boîte, un bracelet délicat attira son regard. C'était une pièce simple, en argent, avec un petit pendentif en forme de papillon. Quelque chose dans ce bijou réveilla un souvenir lointain, nébuleux, comme un rêve à moitié oublié. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda-t-il, prenant soigneusement le bracelet. Il était parmi les affaires que la petite a apportées. Elle dit que c'était à leur mère, répondit Madame Moreau, observant attentivement la réaction de son patron. François fit tourner le bracelet entre ses doigts, un malaise grandissant s'emparant de sa poitrine. Il y avait quelque chose de familier dans cette pièce, quelque chose qu'il n'arrivait pas à déterminer exactement. « Sophie », appela-t-il, marchant vers le salon. « Ce bracelet, ta mère parlait-elle de lui ?» La fillette, qui avait finalement réussi à calmer Raphaël, regarda le bijou avec des yeux tristes. Elle le portait toujours. Elle disait qu'il était spécial, que c'était un cadeau de quelqu'un d'important, avant notre naissance. François sentit un frisson parcourir son échine. 15 ans auparavant, lors d'une soirée de gala de bienfaisance, il avait offert à une jeune bénévole un bracelet exactement comme celui-ci. Elle travaillait dans le projet social que son entreprise parrainait à l'époque, l'un des rares gestes véritablement altruistes qu'il avait fait dans sa vie professionnelle. Il se souvenait vaguement d'elle, des yeux doux, un sourire timide, et une détermination surprenante quand elle parlait de ses rêves de changer le monde. Ils avaient discuté toute la soirée, et pendant un bref moment, François s'était permis d'être simplement un homme, pas le titan des affaires. Le bracelet avait été un cadeau impulsif, acheté lors d'une vente aux enchères caritatives cette même nuit. « Quel est le nom de ta mère ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Hélène, répondit Sophie, Hélène Dupont. » Le nom frappa François comme un éclair. Hélène, la jeune idéaliste qui, pour une nuit, l'avait fait remettre en question tous ses choix de vie. La femme que, le lendemain, il avait délibérément éloignée, craignant qu'elle ne puisse le faire dévier du chemin qu'il s'était tracé. Madame Moreau, qui observait la scène en silence, perçut le changement dans l'expression de son patron. « Monsieur le maire, vous allez bien ?» Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone, qu'il avait rallumé, sonna avec insistance. C'était un numéro inconnu. Quand il répondit, la voix à l'autre bout le fit geler. « Papa ?» La voix de Thomas sonnait différemment. Plus mûr, mais portait toujours cette note de rancœur que François connaissait si bien. « Nous devons parler. Je suis dans le hall de ton immeuble. » Le trajet dans l'ascenseur privé n'avait jamais semblé aussi long. François ajusta sa cravate par pur réflexe, un geste mécanique qui trahissait sa nervosité. Les portes s'ouvrirent sur le hall, et il était là. Thomas, son fils, maintenant un homme de 25 ans, si semblable à lui-même à cet âge que c'était presque douloureux à regarder. « Je croyais que tu étais en Allemagne », fut tout ce que François réussit à dire. « Et je croyais que tu étais incapable de ressentir quoi que ce soit », répondit Thomas, ses yeux parcourant la silhouette de son père, remarquant les changements subtils. La cravate de travers, les cheveux décoiffés, les cernes profonds. Mais apparemment, nous nous sommes tous deux trompés. Le silence qui suivit était dense, chargé d'années de non-dits. Ce fut Thomas qui le rompit. Je suis venu dès que j'ai vu les nouvelles. Le grand François le maire, l'homme de glace, faisant la une pour 3 bébés et une fillette des rues, j'ai cru que c'était une sorte de plaisanterie de mauvais goût. Thomas, Non, Thomas l'interrompit, levant la main. Je ne veux pas entendre tes explications professionnelles, tes discours bien répétés sur la responsabilité sociale ou je ne sais quoi. Je veux voir de mes propres yeux de quoi il s'agit. Avant que François ne puisse répondre, un cri aigu résonna dans le système sonore de l'ascenseur. Madame Moreau avait activé l'interphone. « Monsieur le maire, pardonnez-moi de vous interrompre, mais Gabriel a de la fièvre. » Le changement dans l'expression de François fut instantané. Le masque de neutralité contrôlé céda la place à une préoccupation authentique que Thomas n'avait jamais vue sur le visage de son père. « Je monte, » répondit-il, puis il se tourna vers son fils. « Tu viens ?» La montée fut silencieuse, mais différente du silence précédent. C'était un silence d'attente, de découverte. Quand les portes s'ouvrirent directement sur le penthouse, la scène qui accueillit Thomas était surréaliste. Son père, l'homme qui n'avait jamais eu le temps d'assister à ses représentations scolaires, courait maintenant vers un bébé qui pleurait, le prenant dans ses bras avec une attention maladroite mais sincère. Sophie, qui observait tout depuis le canapé où elle berçait Raphaël, regarda Thomas avec curiosité.
Tu es celui du portrait, dit-elle, pointant vers une vieille photo sur le mur, la seule que François avait gardée exposée, montrant père et fils dans un rare moment de proximité. Thomas marcha jusqu'au canapé, ses yeux fixés sur les bébés. « Ce sont vraiment des triplés ?» « Oui, » répondit Sophie, un sourire fier illuminant son visage fatigué. « Michel, Raphaël et Gabriel. Et moi, c'est Sophie. »« Thomas, » se présenta-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Apparemment, je suis ton grand frère ?» Le mot sonnait étrangement dans sa bouche, chargé d'une ironie que lui seul comprenait complètement. De l'autre côté du salon, François tentait, avec l'aide de Madame Moreau, de prendre la température de Gabriel. Ses mains, qui normalement signaient des contrats millionnaires avec une fermeté inébranlable, tremblaient en tenant le thermomètre. « 39 degrés, annonça Madame Moreau, inquiète. « Nous devons l'emmener chez le médecin. J'ai déjà appelé le docteur Lambert, il est en route, » répondit François, marchant de long en large avec le bébé dans les bras, essayant de le calmer. Thomas observait la scène avec un mélange de fascination et de confusion. Ce n'était pas le père qu'il connaissait. L'homme qui marchait maintenant pieds nus dans le salon, murmurant des paroles de réconfort à un bébé fiévreux, semblait une version alternative du François Lemaire qui peuplait ses souvenirs d'enfance. « Il est différent, n'est-ce pas ?» commenta Sophie à voix basse, percevant le regard de Thomas. Madame Moreau dit qu'il était comme un robot avant, mais maintenant il apprend à être humain à nouveau. La simplicité de l'observation frappa Thomas avec une force surprenante. Il voulait maintenir sa colère, son ressentiment, des sentiments qu'il avait soigneusement cultivés au fil des ans. Mais il était difficile de concilier ses émotions avec la scène devant lui. Son père, le puissant François Lemaire, complètement vulnérable et sincèrement préoccupé par un enfant qui n'était même pas de son sang. Le CD, cabinet privé du docteur Lambert, n'avait jamais reçu une délégation aussi particulière. François Lemaire, son fils Thomas, Madame Moreau, Sophie et les 3 bébés. Le médecin qui s'occupait de la santé de l'homme d'affaires depuis des années tentait de maintenir son professionnalisme tout en examinant Gabriel, mais ne parvenait pas à cacher totalement sa surprise face à la transformation de son patient le plus formel. « Ce n'est qu'une virose courante chez les bébés », diagnostiqua-t-il après un examen minutieux. « Avec les médicaments appropriés et beaucoup d'affection, il ira mieux dans quelques jours. »« Vous êtes sûr ?» demanda François pour la 3e fois, à l'étonnement de Thomas, qui n'avait jamais vu son père remettre en question l'avis d'un spécialiste. Pendant que le médecin prescrivait le traitement, un homme en costume entra précipitamment dans le cabinet, ignorant les protestations de la secrétaire. C'était Jean Mercier, rédacteur en chef du plus grand journal du pays et connu pour ses reportages d'investigation. « Monsieur le maire, dit-il sans détour, nous devons parler. J'ai des informations sur Hélène Dupont. » Le nom fit geler François. Sophie, qui jouait avec Raphaël sur les genoux de Thomas, dirigea immédiatement son attention vers la conversation. « Ce n'est pas le moment, » répondit François sèchement, mais Jean ne recula pas. « C'est à propos du projet social. D'il y a 15 ans, Hélène n'y a pas seulement travaillé, elle en était la coordinatrice principale, et après que vous ayez brusquement annulé le financement, tout le projet s'est effondré. » Les mots frappèrent François comme un coup de poing. Il se souvenait de cette décision, une de plus dans sa longue liste de choix froids et calculés. À l'époque, il s'était convaincu que ce n'était que des affaires, que les projets sociaux ne donnaient pas le retour espéré. Qu'est-il arrivé à elle après? La question venait de Thomas, qui tenait maintenant Sophie protectivement contre lui. Jean regarda la fillette avant de continuer, adoucissant son ton. Hélène n'a jamais renoncé à aider les autres. Même sans ressources, elle a continué. À travailler avec des communautés défavorisées. Ces dernières années, elle développait un projet révolutionnaire d'éducation infantile dans des zones à risque. Mais ensuite, elle a disparu, compléta Sophie, sa petite voix chargée de tristesse. Elle a laissé seulement une note disant qu'elle devait résoudre quelque chose d'important, qu'elle reviendrait bientôt. Mais ça fait presque 2 mois. François sentit le poids de toutes ses décisions passées. Le bracelet dans sa poche semblait brûler. Cette nuit du gala de bienfaisance n'avait pas été seulement un moment de faiblesse. C'était un carrefour et il avait choisi le mauvais chemin. « Il y a plus », continua Jean, sortant un dossier de sa mallette. Hélène enquêtait sur un système de détournement de fonds,
dans des ONG. J'ai eu accès à certains de ces fichiers. Son dernier message était énigmatique. La vérité doit éclater même si je ne suis pas là pour le voir. Thomas, qui jusque-là observait tout en silence, se leva brusquement. « Et vous êtes ici pourquoi? Pour exposer tout ça? Pour détruire la réputation de mon père ?» Jean secoua la tête. « Je suis ici parce qu'Hélène mérite que son histoire soit racontée. Et parce que peut-être, seulement peut-être, l'homme qu'elle a connu cette nuit-là, l'homme qu'elle a vu derrière le masque de l'homme d'affaires, pourrait aider à la retrouver. » Le silence qui suivit fut interrompu par les pleurs de Michel. Madame Moreau le prit immédiatement dans ses bras, mais cette fois ce fut François qui s'approcha, tendant les bras vers le bébé. « Je ne peux pas changer le passé, » dit-il, berçant Michel avec une délicatesse qui surprit tout le monde. « Je ne peux pas défaire les choix que j'ai faits, mais je peux faire ce qui est juste maintenant. » Il se tourna vers Jean. « De quoi avez-vous besoin ? » Accès aux archives de votre entreprise de l'époque du projet social, registre de réunions, transferts, tout ce qui pourrait nous donner un indice sur qui Hélène enquêtait. François acquiesça, puis regarda Thomas, qui maintenait toujours une expression tendue. « Fils, j'ai besoin de ton aide. Tu as toujours été meilleur que moi pour voir l'ensemble, pour percevoir les personnes derrière les chiffres. » Thomas hésita, regardant Sophie, qui l'observait avec des yeux pleins d'espoir. « Je ne fais pas ça pour toi, » dit-il finalement. « Je le fais pour eux et pour Hélène. » De retour au Penthouse, la nuit tombait sur la ville tandis qu'une nouvelle routine s'établissait. Thomas, se surprenant lui-même, découvrit qu'il avait un talent naturel pour calmer Raphaël, le plus agité des triplés. Sophie l'observait, avec admiration, trouvant dans le jeune homme une figure fraternelle qu'elle n'avait jamais eue. « Comment fais-tu ça ?» demanda-t-elle, voyant Raphaël s'endormir tranquillement dans les bras de Thomas. « Je ne sais pas, » répondit-il souriant. « Peut-être parce que j'ai aussi dû apprendre à me calmer tout seul quand j'étais petit. » De l'autre côté du salon, François feignit de ne pas entendre le commentaire, tandis qu'il fouillait dans d'anciennes boîtes de documents avec Jean. Chaque dossier ouvert était un voyage dans le temps, un rappel de décisions prises froidement au nom du progrès et du profit. Madame Moreau entra dans le salon portant un plateau avec du café et du chocolat chaud pour les enfants. En déposant le plateau, ses yeux captèrent un détail sur l'une des vieilles photos éparpillées sur la table. Hélène Dupont, souriant à côté d'un groupe d'enfants, portant le bracelet papillon. « Monsieur le maire » appela-t-elle, prenant la photo. « Regardez la date. » La photographie avait été prise exactement 9 mois avant la naissance des triplés. François sentit son cœur manquer un battement. Jean, percevant la tension soudaine, se pencha pour mieux voir l'image. « Le projet » murmura François, sa voix tremblante. « Elle a continué même après que j'ai coupé le financement. Elle a continué seule. »« Pas seule » corrigea Jean, pointant vers d'autres visages sur la photo. « Il y avait toute une équipe, y compris... » Il s'arrêta, fronçant les sourcils, en reconnaissant un visage familier. À ce moment, l'interphone sonna. C'était le portier, annonçant qu'une assistante sociale était arrivée pour une visite de vérification. La nouvelle tomba comme une bombe dans l'environnement récemment établi. « Non », chuchota Sophie, s'accrochant à Thomas. « Ils vont nous séparer. Ils séparent toujours. » François se leva, sa posture changeant instantanément. « Personne ne vous séparera », déclara-t-il avec une fermeté qui rappelait l'ancien titan des affaires, mais avait maintenant un but différent. « Thomas emmène les enfants dans la chambre d'amis. Madame Moreau, s'il vous plaît, accompagnez-les. » Quand l'assistante sociale entra, elle ne trouva que François et Jean, apparemment au milieu d'une réunion d'affaires. La femme, une dame, d'âge moyen à l'expression sévère, alla droit au but. « Monsieur le maire, nous avons reçu des signalements concernant des enfants en situation irrégulière à cette adresse. »« Oui, » répondit-il, gardant son calme. « Et nous sommes déjà en train de préparer toute la documentation nécessaire pour régulariser la situation. Mes avocats... » « Les avocats ne remplacent pas une famille structurée, » l'interrompit-elle. « Vous êtes un homme occupé, sans expérience avec les enfants. Nous avons une famille en Europe intéressée à adopter les triplés. Ce serait le mieux pour eux. » Ce fut Thomas qui répondit, apparaissant de façon inattendue à la porte. « Le mieux pour eux est de rester ensemble, avec leur sœur et... » Il hésita un moment avant de continuer. « Avec leur famille. Qui est nous ?» L'assistante sociale regarda Thomas puis François, visiblement surprise par la présence du jeune homme. « Et vous êtes »
Thomas Lemaire, le fils de François, et maintenant le grand frère de ses enfants. La déclaration prit François par surprise. Son fils, qui quelques jours auparavant ne voulait même pas lui parler, défendait maintenant sa nouvelle et improbable famille. « Écoutez, continua Thomas, sa voix ferme mais douce, je sais que cela semble étrange. Un homme d'affaires workaholic, un fils distant, une fillette de 12 ans et 3 bébés. Mais une famille ne consiste pas à paraître parfaite. Il s'agit d'être là les uns pour les autres, d'apprendre ensemble. Et pour la première fois de ma vie, c'est ce que nous faisons. » L'assistante sociale observa l'interaction entre père et fils, remarquant quelque chose que ses formulaires et rapports ne pouvaient pas mesurer. La sincérité brute dans les paroles de Thomas, le regard de fierté à peine contenu de François, le son lointain de rires enfantins venant du couloir. « J'aurai besoin de rapports hebdomadaires, dit-elle finalement, et de visites régulières de suivi. » Quand elle partit, Thomas et François se retrouvèrent seuls dans le salon, un silence significatif planant entre eux. Ce fut François qui parla en premier. « Merci, fils. »« Ne me remercie pas encore, » répondit Thomas. « Nous avons beaucoup de travail devant nous et une mère à retrouver. » Le matin arriva avec une énergie différente dans le Penthouse des Lemaire. Thomas avait décidé de passer la nuit, dormant sur l'ancien canapé du bureau, et se réveilla au son de rires enfantins. Un réveil étonnamment agréable pour quelqu'un habitué au silence de son appartement à Berlin. Dans la cuisine, il trouva une scène surréaliste. Son père, encore en vêtements de nuit, essayait de faire des crêpes en suivant un tutoriel sur la tablette, tandis que Sophie donnait des instructions précises sur la façon dont les triplés aimaient leur « adolescente Gabrielle le préfère tiède, Raphaël froid, et Michel doit être à la température exacte », expliquait-elle avec le sérieux d'une petite experte. « Comment arrives-tu à les différencier si facilement ?» demanda Thomas, s'asseyant à table. « Ils sont différents en tout. » Sourit Sophie. « Gabriel est le plus calme, Raphaël le plus agité et Michel, eh bien Michel est le pleurnichard. » Comme pour confirmer la description, Michel commença à pleurer dans la chambre. Avant que quiconque ne puisse bouger, François était déjà en route, laissant une crêpe à moitié brûlée dans la poêle. « Je n'aurais jamais pensé voir ça, » commenta Thomas, observant son père disparaître dans le couloir. « Quoi ? Lui ? Qui brûle des crêpes ?» plaisanta Sophie. « Non, lui qui se soucie de quelque chose d'autre que le travail. » Le moment fut interrompu par l'arrivée de Jean, portant un épais dossier de documents. Son visage montrait qu'il avait passé la nuit blanche. « Vous devez voir ça, » dit-il, étalant des papiers sur la table de la cuisine après que Madame Moreau eut nettoyé les restes du petit déjeuner. « J'ai trouvé quelque chose dans les archives du projet social. » Parmi les documents, il y avait une série de vieilles photos du projet. Sur l'une d'elles, Hélène apparaissait enceinte, discutant avec un homme qui tournait le dos à la caméra. La date de la photo coïnciderait avec la gestation des triplés. « Mais il y a plus, » continua Jean, séparant quelques rapports financiers. « Le projet ne s'est pas terminé seulement parce que Monsieur le maire a coupé le financement. Quelqu'un détournait de l'argent et Hélène l'a découvert. » François, qui était revenu avec Michel dans les bras, s'assit lourdement sur une chaise. « Comment n'ai-je pas remarqué ? Parce que vous ne vouliez pas voir, » répondit Madame Moreau, sa voix portant une critique douce. « À l'époque, vous ne vous souciez que des chiffres. » Thomas prit l'un des documents, ses yeux parcourant les lignes de données. Des années à travailler dans l'analyse financière en Allemagne avaient affûté son regard pour les incohérences. « Attendez, » dit-il, pointant vers une séquence de transfert. « Ces mouvements, ils ont un modèle, toujours vers les mêmes comptes offshore, toujours à des dates spécifiques. » Jean acquiesça. « Et savez-vous qui autorisait ces transferts ? Richard Dumas. »« Mon vice-président, François pâlit. Le même qui dirige l'entreprise maintenant ? Le même qui apparaît sur cette photo en train de discuter avec Hélène. » Compléta Jean, révélant un agrandissement de l'image précédente où le visage de Richard était clairement visible. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, s'approcha de la photo. « Je me souviens de lui, » dit-elle doucement. « Il est venu chez nous une fois, peu avant que maman, avant qu'elle parte, ils se sont beaucoup disputés. » Le silence qui suivit fut lourd. François regarda Michel qui dormait maintenant tranquillement dans ses bras, puis Raphaël et Gabriel qui jouaient sur le tapis du salon, inconscients de la tension du moment. « Nous avons besoin de preuves concrètes, » dit Thomas, son instinct analytique prenant le contrôle.
Quelque chose qui relie Richard directement au détournement et qui explique la disparition d'Hélène. Peut-être. François hésita, un vieux souvenir émergent. Peut-être que je sais où chercher. Hélène a toujours été méticuleuse avec la documentation. Le jour du gala de bienfaisance, elle a mentionné un coffre dans l'ancien bâtiment du projet où elle gardait tous les documents importants. Mais ce bâtiment a été abandonné il y a des années, argumenta Jean. Exactement, répondit François, une nouvelle détermination dans sa voix. Personne ne penserait à chercher là-bas. Et connaissant Hélène, elle n'aurait jamais manqué de documenter quelque chose d'important. Thomas se leva, une énergie renouvelée dans ses mouvements. Alors c'est là que nous allons chercher. Mais d'abord, il regarda son père avec sérieux. Nous devons nous assurer que les enfants sont en sécurité, si Richard découvre que nous enquêtons. Il le sait déjà, interrompit Madame Moreau, pointant vers la tablette où une notification clignotait. Richard Dumas avait convoqué une réunion extraordinaire du Conseil pour discuter de l'éloignement définitif de François Lemaire de la présidence des entreprises, alléguant instabilité émotionnelle et comportement erratique. La nouvelle de la réunion extraordinaire du Conseil tomba comme une bombe sur la famille nouvellement formée. François, toujours avec Michel dans les bras, sentit le poids de ses choix passés. La confiance accordée à Richard, les décisions froides qui privilégièrent les profits plutôt que les personnes, l'abandon du projet social qui signifiait tant pour Hélène. « Que ferons-nous » demanda Sophie, sa petite voix chargée d'inquiétude. Pour elle, qui avait déjà tant perdu, l'idée d'un nouveau changement était terrifiante. Ce fut Thomas qui répondit, surprenant tout le monde par sa posture décidée. « Nous allons nous battre. Pas comme des hommes d'affaires, pas comme l'ancien François Lemaire l'aurait fait, mais comme une famille. » François regarda son fils avec un mélange de fierté et de regret. En quelques jours seulement, Thomas avait démontré plus d'humanité et de sagesse que lui en décennies de gestion d'entreprise. D'abord, continua Thomas, assumant naturellement le rôle de stratège, nous devons protéger les enfants. Madame Moreau, connaissez-vous quelqu'un de confiance absolue qui puisse nous aider? La gouvernante sourit, ses yeux brillants d'une idée. Ma sœur a une ferme à la périphérie de la ville, un endroit tranquille, sûr, loin des projecteurs. Je peux y emmener les enfants pendant que vous enquêtez dans l'ancien bâtiment. Je ne veux pas me séparer de mes frères, protesta Sophie, serrant Raphaël qui s'était approché. Ce ne sera pas pour longtemps, ma chérie. François s'approcha, sa voix douce, un ton qui, il y a quelques semaines, aurait été impensable venant de lui. Et tu n'es plus seul. Tu as moi, Thomas, Madame Moreau. Nous sommes ta famille maintenant. Le mot « famille » résonna dans le salon, portant un poids et une signification qui transformaient tout le monde. Thomas observa son père, l'homme qui pendant des années n'avait été qu'une figure distante et froide, maintenant agenouillé à côté de Sophie, offrant confort et sécurité. « Viens avec moi », dit Madame Moreau à Sophie. « Nous allons préparer ce dont les enfants ont besoin pour quelques jours à la ferme. Il y a même un petit lac avec des canards. Les bébés vont adorer. » Pendant que les deux s'éloignaient pour préparer les valises, Jean organisait les documents qu'ils avaient trouvés. « Je dois vérifier certaines informations avant d'aller à l'ancien bâtiment. J'ai quelques contacts qui peuvent nous aider à mieux comprendre ces transferts offshore. » Thomas profita du moment pour rester seul avec son père. Il trouva François dans la chambre des bébés, observant Michel dormir. « Tu sais, » commença Thomas s'appuyant contre le chambranle de la porte, « j'ai passé des années à essayer de comprendre pourquoi tu as choisi l'Empire plutôt que la famille. Maintenant, en te voyant avec eux, je réalise que peut-être tu ne savais pas non plus comment être différent. » François continua à regarder le bébé, mais sa voix sortit étranglée. « Je pensais faire ce qui était juste, construire quelque chose de solide, garantir un avenir. Mais j'ai oublié qu'un avenir sans amour ne vaut rien. Il est encore temps de réparer les choses, » dit Thomas, se surprenant lui-même par le ton conciliant. « Pas seulement avec eux, mais avec toi aussi, » compléta François, se tournant finalement pour faire face à son fils. « Si tu me donnes cette chance. » Le moment fut interrompu par Sophie, qui entra en courant dans la chambre. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Dans ses mains, un petit journal avec l'écriture d'Hélène. Maman écrivait toujours dedans. Il y a plein de numéros et de noms. Thomas prit le journal, ses yeux parcourant les pages. Cela pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Elle suivait les transferts, constituant un dossier complet sur les détournements.
Et connaissant Hélène, ajouta François, elle doit avoir gardé les preuves les plus importantes dans le coffre de l'ancien bâtiment. Un tonnerre lointain annonçait l'approche d'un nouvel orage sur la ville. Mais cette fois, contrairement à la nuit où tout avait commencé, François le maire n'était plus seul avec ses fantômes. Il était entouré d'une famille improbable, unie non par le sang mais par quelque chose de bien plus fort. Le choix de rester ensemble, de lutter ensemble, de s'aimer malgré les imperfections et le passé. Demain à l'aube, décida-t-il, pendant que Madame Moreau emmène les enfants à la ferme, nous irons à l'ancien bâtiment. Mais ce soir, il regarda Thomas puis Sophie, ce soir nous serons simplement une famille. Les adieux le lendemain matin furent plus difficiles que quiconque ne l'avait prévu. Sophie, même comprenant la nécessité d'aller à la ferme, s'accrocha à Thomas comme si elle craignait que cette étreinte soit la dernière. Les triplés, sentant la tension dans l'air, commencèrent à pleurer à l'unisson. « Tu promets de venir nous chercher bientôt ?» demanda Sophie à François, ses grands yeux pleins d'un mélange d'espoir et de peur. « Je promets », répondit-il, et pour la première fois de sa vie, il fit une promesse sans calculer les probabilités de succès. Et cette fois, c'est une promesse que je ne briserai pas. Après avoir vu la voiture de Madame Moreau disparaître au coin de la rue, François, Thomas et Jean se dirigèrent vers l'ancien bâtiment du projet social. L'édifice, autrefois vibrant et plein de vie, se dressait maintenant comme une ombre silencieuse dans le quartier en transformation. « Il semble plus petit que dans mes souvenirs », commenta François, tandis qu'il cherchait un moyen d'entrer. La vieille serrure céda facilement aux clés qu'il avait gardées toutes ces années, un détail dont il ne savait même pas expliquer pourquoi il l'avait conservé. L'intérieur était poussiéreux, mais étonnamment préservé. Des meubles couverts de draps blancs ressemblaient à des fantômes figés dans le temps. Sur les murs, des affiches décolorées annonçaient encore des événements d'il y a 15 ans. « Par ici », indiqua François, les guidant vers une salle, au fond. Le coffre était derrière ce tableau. Thomas retira le tableau poussiéreux, révélant un petit coffre encastré dans le mur. « Nous avons besoin de la combinaison. » François ferma les yeux, essayant de se souvenir. Le souvenir de cette nuit du gala de bienfaisance revint avec une clarté inattendue. Hélène, souriante en lui montrant où elle gardait les documents importants, disant que la combinaison était quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « La date », murmura-t-il, « la date du gala de bienfaisance. » Avec des doigts tremblants, il composa les chiffres. Le coffre s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur, ils trouvèrent plusieurs dossiers méticuleusement organisés. L'un d'eux, plus épais que les autres, avait une simple étiquette « Vérité ». Hélène a toujours été poétique dans ses choix, commenta Jean, prenant soigneusement le dossier. Les documents révélaient un schéma élaboré. Richard ne détournait pas seulement l'argent du projet social. Il utilisait la structure de l'entreprise de François pour une opération bien plus vaste de blanchiment d'argent. Regardez ça, Thomas pointa vers une série de notes. Hélène a découvert qu'il utilisait des ONG fantômes pour détourner des fonds de plusieurs projets sociaux. Ce n'était pas seulement le nôtre. Et il y a plus, Jean feuilletait rapidement les papiers. Elle a recueilli des témoignages, d'autres personnes impliquées, des témoins qui... Un bruit dans le couloir les interrompit. Des pas. Quelqu'un d'autre était dans le bâtiment. Impossible, chuchota François. Personne d'autre n'avait accès à cet endroit. Thomas rangea rapidement les documents dans son sac, tandis que Jean se positionnait près de la porte. Les pas se rapprochaient. La porte s'ouvrit lentement, et une silhouette féminine émergea de l'ombre. François sentit son cœur s'arrêter un moment. Hélène ? Mais ce n'était pas Hélène. C'était une femme plus âgée que François reconnut comme une ancienne employée du projet. « Madame Martin ?» Jean fit un pas en avant. « Que faites-vous ici ?»« Je savais que vous viendriez, » répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Hélène m'a dit qu'un jour vous viendriez chercher la vérité. Vous êtes resté en contact avec elle ?» demanda Thomas, plein d'espoir. « Jusqu'à il y a 2 semaines, » répondit Madame Martin, sortant une enveloppe de sa poche. « Elle m'a demandé de vous remettre ceci au cas où il lui arriverait quelque chose, et de garder un œil sur cet endroit. » François prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait une lettre et une clé USB. Elle savait, continua Madame Martin, elle savait que Richard se rapprochait, qu'il avait découvert l'existence des documents. C'est pourquoi
Pourquoi elle a dû se cacher? Où? La voix de François sortit presque comme une supplication. Je ne sais pas exactement, mais elle a laissé des indices. Tout est là. Madame Martin pointa vers l'enveloppe. Hélène a toujours cru que vous reviendriez, François, que l'homme qu'elle avait connu cette nuit-là du gala, l'homme qui avait offert ce bracelet, existait, encore quelque part à l'intérieur de l'homme d'affaires froid. Thomas observait son père, voyant quelque chose se briser dans son expression normalement contrôlée. « Elle avait raison, dit-il, posant une main sur l'épaule de son père. Cet homme est revenu. Il a juste fallu 4 enfants pour qu'il retrouve le chemin de la maison. » Madame Martin sourit, un sourire triste et connaisseur. Hélène serait heureuse de voir ça, de vous voir tous les deux ensemble à nouveau, de voir comment vous prenez soin des enfants. Un nouveau bruit, cette fois venant de la rue, les alerta. Des phares de voitures illuminèrent les fenêtres poussiéreuses. « Richard » murmura Jean, épiant par la fente du rideau. « Il a dû nous suivre. »« Il y a une sortie par l'arrière » indiqua rapidement Madame Martin. « Le même chemin qu'Hélène, utilisé quand elle devait sortir discrètement. Allez-y, je vais les distraire. » Marie. François retint son bras avant de partir. « Merci pour tout. »« Ne me remerciez pas encore, » répondit-elle. « Trouvez Hélène, protégez ses enfants. Et cette fois, François, cette fois, faites ce qui est juste. » Le bureau de Jean, un petit appartement converti au centre-ville, devint le refuge improvisé du groupe. Tandis que la nuit tombait sur Paris, ils examinaient le contenu de la clé USB d'Hélène, chaque nouvelle découverte plus saisissante que la précédente. « Elle a tout documenté », murmurait Thomas, impressionné par la méticulosité des preuves. Chaque transfert, chaque réunion suspecte, chaque menace voilée que Richard a faite. François, assis dans un fauteuil usé, tenait la lettre d'Hélène, encore fermée. Ses mains tremblaient légèrement, comme si le papier portait le poids de tous les mauvais choix qu'il avait faits. « Papa » appela doucement Thomas, « tu dois la lire. » Avec un profond soupir, François ouvrit l'enveloppe. L'élégante calligraphie d'Hélène remplissait les pages d'une histoire qu'il n'avait jamais imaginée. « Cher François, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as enfin retrouvé ton chemin, non seulement vers ces documents, mais vers ton propre cœur. Il y a tant de choses que je dois te dire, tant que j'aurais dû te dire cette nuit-là du gala de bienfaisance. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai vu au-delà du masque de l'homme d'affaires accompli. J'ai vu un homme capable de bonté et de compassion, même s'il n'y croyait pas lui-même. Le bracelet que tu m'as offert n'était pas seulement un cadeau, c'était le symbole que cet homme existait. Mais ensuite, tu t'es éloigné, tu as coupé le financement du projet, et j'ai compris que la peur de ressentir était plus grande que le courage de changer. J'ai continué mon travail, même sans ressources, parce que je croyais que certaines luttes en valent la peine, même quand elles semblent impossibles. C'est pendant cette lutte que j'ai découvert la vérité sur Richard. Le projet social n'était que la pointe de l'iceberg. Il a construit un réseau de corruption en utilisant ton nom, ton entreprise, tout ce que tu as bâti. Quand je l'ai confronté, je n'ai reçu que des menaces voilées et un avertissement, certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées. Mais la vérité la plus importante n'est pas dans ces documents, François. Elle est dans les yeux de tes petits-enfants. Oui, tes petits-enfants. Les triplés sont les enfants de ma Julie, qui a quitté ce monde en leur donnant naissance. Sophie, ma cadette, est devenue mère et sœur en même temps, prenant soin d'eux, avec une force qui me remplit de fierté. Julie était le fruit de cette nuit, François. La nuit où, pendant quelques heures, nous avons laissé le cœur parler plus fort que la raison. Je ne t'ai jamais parlé de ma grossesse. Tu avais clairement indiqué que ta vie était les affaires, et j'ai respecté ton choix. J'ai élevé notre fille avec tout l'amour que je pouvais donner. Et elle est devenue une femme extraordinaire, dédiant sa vie, comme moi, à aider les autres. Maintenant, je dois me cacher un temps, jusqu'à réunir les dernières preuves dont j'ai besoin. Richard a découvert que j'étais sur le point d'exposer tout le système, et les menaces sont devenues plus directes. J'ai laissé les enfants pour les protéger, sachant que le destin les conduirait jusqu'à toi. Je te demande pardon de ne pas t'avoir parlé plus tôt, d'avoir laissé tant de temps passer. Mais peut-être avions-nous besoin de ce temps. Toi pour redécouvrir ton cœur, moi, pour rassembler le courage de révéler la vérité. Prends soin d'eux, François. Pas seulement des triplés et de Sophie, mais aussi de Thomas. Sois le père que je sais que tu peux être,
le grand-père que nos petits-enfants méritent. Et quand tout cela sera terminé, quand la vérité pourra enfin éclater sans crainte, j'espère que nous pourrons tous être la famille que nous aurions dû être depuis le début. Avec amour. Hélène. Le silence qui suivit la lecture était dense, chargé d'émotions trop complexes pour être nommées. Thomas, qui s'était approché pendant la lecture, posa une main sur l'épaule de son père. « J'ai une sœur », murmura-t-il, sa voix étranglée. « J'avais une sœur. »« Et tu as des neveux », compléta Jean doucement, « et une nièce incroyable. » François leva les yeux de la lettre, son visage marqué par des larmes qu'il n'essayait plus de cacher. « Nous devons la retrouver. Hélène est en danger, et maintenant ce n'est plus seulement pour la justice, c'est pour la famille. » Un bip de l'ordinateur les ramena à la réalité. Thomas courut vérifier. « Papa !» appela-t-il. « Ça !» voix urgente. Richard vient de convoquer une conférence de presse pour demain matin. Le sujet, révélation sur le véritable caractère de François Lemaire. Il essaie de prendre les devants, analysa Jean. Il va probablement tenter de discréditer toute dénonciation que nous pourrions faire. Non. François se leva. Une nouvelle détermination dans son regard. Il nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Une scène. L'auditorium principal des entreprises Lemaire était bondé le lendemain matin. Journalistes, actionnaires et curieux s'agglutinaient, attendant anxieusement ce que Richard Dumas avait promis être une révélation explosive sur son ancien mentor. Richard, impeccable dans son costume gris, exhalait la confiance en montant sur scène. Ses yeux parcoururent à l'audience, cherchant François mais ne le trouvèrent pas. Un sourire satisfait apparut sur ses lèvres. Probablement le vieux lion s'était défilé. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix modulée pour transmettre de la crédibilité. « Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet délicat. En tant que vice-président et actuel PDG par intérim des entreprises Lemaire, j'ai le devoir moral de partager avec vous certaines informations préoccupantes concernant François Lemaire. » Les caméras se focalisaient sur son visage, tandis qu'il faisait une pause dramatique. Ces derniers jours, vous avez tous suivi le comportement erratique de notre fondateur. Un homme qui a toujours été symbole de rationalité et d'excellence entrepreneuriale, soudainement impliqué avec des enfants d'origine douteuse, manquant à des engagements importants, prenant des décisions impulsives. Comme détourné, des millions de projets sociaux. La voix de François Lemaire trancha l'air comme un tonnerre. Il apparut par une porte latérale, accompagné de Thomas et Jean. Dans l'audience, plusieurs journalistes redirigèrent immédiatement leurs caméras. Richard pâlit légèrement, mais garda sa contenance. « François, quelle agréable surprise! Je parlais justement de tes récents choix discutables. » « Discutables ?» François monta sur scène, ses yeux fixés sur son ancien protégé. « Comme les transferts offshore que tu as effectués en utilisant mon nom ? Ou comme les menaces envers Hélène Dupont quand elle a découvert ton système ?» Un murmure parcourut l'audience. Richard ajusta sa cravate, son sourire maintenant plus tendu. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Clairement, ton état émotionnel est encore plus compromis que nous le pensions. » C'est alors que Thomas s'avança, portant un ordinateur portable. « Peut-être que ceci aidera ta mémoire, dit-il, connectant l'ordinateur au système de projection de l'auditorium. Sur l'écran géant, commencèrent à apparaître des documents, des transferts bancaires, des courriels compromettants. Tout. Le contenu de la clé USB d'Hélène organisé de manière claire et irréfutable. « Fascinant comme tu as toujours utilisé les mêmes schémas dans les transferts, » commenta Thomas, sa voix portant une ironie acérée. « Même valeur, même dates. » Un analyste financier plus attentif aurait pu remarquer cela des années plus tôt, s'il n'avait pas été si occupé à essayer de plaire à son père. Richard fit un pas vers la sortie, mais des agents de sécurité, non plus ses alliés, mais des employés fidèles à François, bloquèrent son chemin. « Sais-tu ce qui est le plus ironique ?» continua François, sa voix maintenant plus douce, presque triste. « Je t'ai fait confiance parce que je voyais en toi ce que j'étais moi-même. Quelqu'un prêt à tout pour le succès. Mais alors que j'ignorais simplement ce qui était juste, toi, tu détruisais activement des vies. Tu n'as pas de preuves. » Richard perdit finalement son sang-froid. « C'est ta parole contre la mienne,
Et tout le monde sait que tu as perdu la raison ces dernières semaines. Ce n'est pas seulement sa parole, là. » Nouvelle voix qui résonna dans l'auditorium fit se retourner tout le monde. Hélène Dupont se tenait à l'entrée principale, accompagnée de 2 agents de la police judiciaire. Elle semblait fatiguée, mais ses yeux brillaient de détermination. « J'ai passé les dernières semaines à rassembler les preuves finales avec l'aide des autorités, » expliqua-t-elle, marchant vers la scène. « Chaque document, chaque témoignage, chaque preuve de tes activités illégales, Richard. Pas seulement des détournements du projet social, mais de tout ton réseau de corruption. » Richard regarda autour de lui comme un animal acculé. Ses yeux s'arrêtèrent sur François et pendant un moment tout son masque de sophistication tomba. « Tu as tout détruit. C'était parfait avant ces enfants, avant que tu ne recommences à ressentir. »« Non, Richard, » répondit François, secouant la tête. « Je n'ai rien détruit. Pour la première fois depuis longtemps, je construis quelque chose qui importe vraiment. » Les agents s'approchèrent de Richard, qui n'offrit aucune résistance lorsque les menottes furent posées. L'auditorium explosa en flash et questions, mais François n'avait d'yeux que pour Hélène. Elle lui sourit, ce même sourire qui l'avait enchanté 15 ans auparavant. « Tu as mis du temps, » dit-elle doucement, « mais tu es finalement arrivé. » Thomas observait la scène avec un mélange d'émotions. Voir son père, l'homme qui pendant si longtemps avait été synonyme de froideur et de distance, maintenant complètement transformé par l'amour et la vérité, était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé vivre. « Les enfants, » dit Hélène, sa voix maintenant urgente. « Ils sont en sécurité, » compléta Thomas, « à la ferme de la sœur de Madame Moreau et impatients de voir leur grand-mère. » Le chemin vers la ferme n'avait jamais semblé si long. Dans la voiture, Hélène racontait à Thomas l'histoire de Julie, sa sœur qu'il n'avait jamais connue. Comment elle avait les mêmes yeux déterminés que lui, comment son sourire illuminait n'importe quel environnement, comment elle avait consacré sa vie à poursuivre le travail de sa mère auprès des communautés défavorisées. François conduisait en silence, absorbant chaque mot, chaque détail de la fille qu'il n'avait jamais connue. Occasionnellement, ses yeux rencontraient ceux d'Hélène dans le rétroviseur, et 15 ans de distance semblaient se dissoudre comme de la brume sous le soleil du matin. « Elle aurait adoré te connaître, Thomas, » dit doucement Hélène. Elle demandait toujours des nouvelles du grand frère qu'elle avait quelque part dans le monde. Thomas déglutit difficilement, ses émotions à fleur de peau. « Et les triplés, ils lui ressemblent ?»« Gabriel a son sourire, » répondit Hélène, les yeux humides. « Raphaël, son énergie, et Michel est exactement comme elle, bébé, toujours pleurant pour attirer l'attention. » La voiture entra finalement dans le chemin de terre menant à la ferme. De loin, ils purent voir Sophie courant dans l'herbe, poursuivie par Madame Moreau qui portait l'un des bébés. Quand la voiture s'arrêta, le temps sembla se figer un instant. Sophie, en voyant sa mère sortir du véhicule, resta paralysée, comme si elle craignait que ce ne soit qu'un rêve. « Maman !» Sa petite voix trembla. Hélène ouvrit les bras et Sophie courut, se jetant dans son étreinte avec tant de force que les deux faillirent tomber. Les sanglots de la fillette résonnaient dans l'air du matin, tandis qu'Hélène la couvrait de baisers, murmurant des mots d'amour et des demandes de pardon. Madame Moreau s'approcha avec Gabriel dans les bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Les 2 autres bébés étaient dans un parc improvisé sur la véranda et en voyant le mouvement, ils commencèrent à s'agiter joyeusement. « Venez !» appela Hélène, toujours enlacée avec Sophie. « Venez connaître vraiment votre grand-mère. » Thomas observa tandis qu'Hélène prenait chacun des triplés dans ses bras, embrassant leurs petits visages, mémorisant chaque détail qu'elle avait manqué ces derniers mois. François restait un peu en retrait, comme s'il ne savait pas exactement quelle était sa place dans cette scène. Ce fut Sophie qui résolut cela. Se détachant de sa mère un moment, elle courut vers François et prit sa main, l'attirant vers le groupe. « Maintenant, nous sommes tous une famille, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses grands yeux pleins d'espoir. « Oui, ma chérie, » répondit Hélène, souriant à François. « Nous tous. »« Une famille bien différente, » commenta Thomas, rejoignant le groupe et prenant Raphaël dans ses bras, le bébé qui était déjà devenu son compagnon spécial. « Les meilleures familles sont ainsi, » dit sagement Madame Moreau. « Faites non. Seulement de sang, mais de choix, d'amour, de pardon. » François trouva enfin sa voix. « Hélène, il y a tant que je dois dire. »« Je sais, » répondit-elle doucement, « et nous aurons du temps.
tout le temps du monde maintenant. Le soleil, du matin, baignait la scène d'une lumière dorée, tandis que l'improbable famille se réunissait sur la véranda de la ferme. Michel, naturellement, commença à pleurer, faisant rire tout le monde. « Certaines choses ne changent jamais », plaisanta Sophie, courant déjà préparer le biberon de son frère. « Et d'autres changent complètement », compléta Thomas, observant son père, qui tenait maintenant Gabriel avec un naturel qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. Hélène observait la scène, le cœur débordant. Sa famille, qui avait été construite avec tant d'amour et de sacrifice, était maintenant complète d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. « Tu sais, » dit-elle à François tout en aidant Sophie avec le biberon, cette nuit du gala de bienfaisance, « j'ai gardé le bracelet non seulement parce qu'il était beau, mais parce qu'il me rappelait que même dans le monde le plus froid des affaires, il y a de la place pour que le cœur batte plus fort. » François toucha la poche où il gardait le bracelet trouvé parmi les affaires des enfants. « Je crois que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela, et j'ai eu besoin de 4 petits professeurs pour tout m'apprendre à nouveau, et d'un fils persévérant, » ajouta Thomas, souriant. « Et d'une gouvernante patiente, » compléta Madame Moreau, feignant l'irritation. « Et d'une histoire d'amour qui a commencé il y a 15 ans, » conclut Hélène, et qui a finalement retrouvé son chemin vers la maison. Les jours à la ferme passèrent comme un beau rêve, mais la réalité du monde extérieur frappa bientôt à la porte. Une semaine après l'arrestation de Richard, la famille devait retourner en ville pour faire face aux conséquences de tout ce qui s'était passé. Le penthouse de François, autrefois monument à la solitude, débordait maintenant de vie. Les tête-sets de meubles modernes et impersonnels furent progressivement remplacés par des pièces plus accueillantes. Des jouets éparpillés sur le sol et des rires d'enfants résonnant dans les couloirs transformèrent complètement l'atmosphère du lieu. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as gardé toutes les affaires de Julie, » dit Hélène, tandis qu'elle et François organisaient un vieux coffre qu'elle avait apporté de sa maison. À l'intérieur, des photographies, des dessins et de petits trésors racontaient l'histoire de la fille qu'ils avaient partagée sans le savoir. « J'aurais aimé être là, » murmura François, tenant une photo de Julie à sa remise de diplôme. « J'aurais aimé la connaître. »« Tu la connais maintenant à travers les triplés, » répondit doucement Hélène. « Chaque sourire de Gabriel, chaque espièglerie de Raphaël, chaque pleur de Michel, c'est un petit morceau d'elle qui vit à travers eux. » De l'autre côté de l'appartement, Thomas et Sophie avaient transformé l'ancien bureau en un espace d'études partagé. Le jeune cadre découvrit qu'il avait un talent naturel pour enseigner, et Sophie se révéla une élève avide de connaissances. « Alors tu vas vraiment rester ?» demanda Sophie, tandis que Thomas l'aidait avec une équation mathématique. « Eh bien, j'ai déjà demandé mon transfert de l'entreprise en Allemagne vers ici, » répondit-il souriant. « Quelqu'un doit aider papa à tout réorganiser après le chaos que Richard a laissé. De plus, il ébouriffa affectueusement ses cheveux. « Je ne peux pas abandonner ma petite sœur et mes neveux, n'est-ce pas ?» Madame Moreau, qui passait par la porte avec un panier de linge des bébés, sourit en entendant la conversation. La gouvernante, qui avait été pendant si longtemps le seul témoin de la solitude de François, coordonnait maintenant une véritable révolution domestique. « Monsieur le maire », appela-t-elle, trouvant François encore dans la chambre avec Hélène. « L'assistante sociale est ici pour la visite mensuelle. » La femme qui les avait auparavant confrontés avec scepticisme observait maintenant la transformation avec un mélange de surprise et d'admiration. Les rapports hebdomadaires qui semblaient auparavant une obligation bureaucratique étaient devenus un enregistrement de l'évolution d'une véritable famille. « Les bébés se développent très bien », commenta-t-elle, observant les triplés jouant sur le tapis du salon. « Et Sophie, le changement en elle est remarquable. Elle a toujours été spéciale, » dit Hélène, fière. « Elle avait juste besoin d'un environnement sécurisé pour s'épanouir. » L'assistante sociale prit quelques notes sur son bloc-notes, avant de continuer. « Et concernant les procédures d'adoption, maintenant que vous êtes revenue, Hélène, et considérant tout le contexte familial, nous voulons tout officialiser, » François l'interrompit gentiment. « Non seulement la garde des triplés, mais aussi celle de Sophie, Hélène et moi. » Il hésita, regardant la femme qui avait retrouvé son cœur. « Nous prévoyons également de régulariser notre situation. » Hélène sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. Le bracelet papillon, maintenant, de retour à son poignet, scintilla dans la lumière de l'après-midi.
La famille n'est pas qu'une question de papier, ajouta Thomas, qui les avait rejoints dans le salon avec Sophie. Mais nous voulons tout faire correctement cette fois. L'assistante sociale observa la scène devant elle. François Lemaire, l'ancien titan des affaires, assis par terre jouant avec l'un des bébés. Thomas, qui avait abandonné une carrière prometteuse en Europe pour reconstruire des liens familiaux. Hélène, dont la force et la détermination avaient gardé tant de secrets pour protéger ses enfants. Sophie, s'épanouissant avec l'amour et la sécurité qui l'entouraient maintenant. Et Madame Moreau, la fidèle gouvernante, qui faisait désormais partie intégrante de cette famille particulière. « Vous savez, dit-elle, fermant son dossier, dans toutes mes années de travail, j'ai appris que les familles viennent sous toutes les formes et tailles. Ce qui compte, c'est l'amour, le respect et l'engagement mutuel. Et vous, elle sourit, vous en avez à revendre. » À ce moment, comme pour confirmer les paroles de l'assistante sociale, Michel commença son pleur caractéristique. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, 5 personnes différentes se dirigèrent déjà vers lui. Un petit chaos organisé qui en disait plus sur l'amour et la famille que n'importe quel rapport officiel ne pourrait le noter. « C'est drôle », commenta Sophie, observant tout le monde se mobiliser pour calmer son frère. « Avant, c'était juste moi et eux, et j'avais tellement peur de ne pas réussir à bien m'en occuper. Maintenant, regarde. Nous avons de l'amour à revendre. » La nouvelle de la transformation des entreprises Lemaire se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Sous la nouvelle gestion partagée de François et Thomas, l'entreprise non seulement maintint sa force sur le marché, mais ajouta une dimension humaine qui surprit tout le monde. L'ancien projet social d'Hélène fut non seulement relancé, mais élargi. Le bâtiment abandonné où tout avait commencé était en cours de rénovation, pour devenir le siège d'une fondation dédiée à l'éducation des enfants et au soutien des familles en situation de vulnérabilité. Elle s'appellera Fondation. « Julie Dupont », annonça François lors de la cérémonie de lancement du projet. À ses côtés, Hélène retenait ses larmes, tandis que Sophie, fière, portait une plaque avec le nom de la sœur qu'elle n'avait jamais connue, mais dont l'héritage contribuait maintenant à construire. Thomas, qui avait assumé la direction de la fondation, en plus de ses responsabilités dans l'entreprise, avait trouvé sa véritable vocation dans cet équilibre entre les affaires et l'impact social. « Je crois que j'ai hérité cela de Julie », commenta-t-il. « Un jour, ce désir de faire la différence. » Le Penthouse, maintenant officiellement le foyer de la famille Lemaire Dupont, était devenu un lieu de rencontre non seulement pour des réunions d'affaires, mais pour des célébrations de la vie. Les triplés, qui fêtèrent déjà leur premier anniversaire, remplissaient l'environnement de leurs personnalités distinctes et de plus en plus marquées. « Gabriel sera un artiste », prophétisa Madame Moreau, observant le bébé faire des dessins, abstrait avec sa purée sur son propre visage. Raphaël, un athlète, toujours en train d'escalader tout, et Michel sera avocat, plaisanta Thomas, faisant référence à la capacité de son neveu à obtenir tout ce qu'il voulait par ses pleurs. Il sait déjà comment argumenter parfaitement. Lors d'un après-midi particulièrement spécial, la famille se réunit pour une célébration intime. Hélène et François avaient décidé d'officialiser leur union dans une cérémonie simple, uniquement avec les personnes les plus importantes de leur vie. « Quelque chose que nous aurions dû faire il y a 15 ans, dit François, ajustant sa cravate en se préparant. « Non, répondit Hélène, l'aidant avec le nœud, ce n'était pas notre moment. Nous avions besoin de traverser tout ce que nous avons traversé pour arriver ici, aujourd'hui, étant qui nous sommes. » Sophie, portant une robe bleue choisie spécialement pour l'occasion, entra dans la chambre avec un album de photos. « Regarde ce que j'ai trouvé dans les affaires de maman. » L'album contenait des photos de Julie à différents moments de sa vie. Sur l'une d'elles, particulièrement touchante, elle apparaissait enceinte des triplés, son sourire radieux tandis qu'elle caressait son ventre. « Elle serait si heureuse de nous voir tous ensemble, » dit Sophie, sa voix douce mais ferme. « Parfois, quand les bébés sourient d'une façon spéciale, je sens qu'elle est là, tu sais. » Thomas, qui était entré silencieusement dans la chambre, passa un bras autour des épaules de sa sœur. « Elle est là, Sophie, en chacun de nous dans chaque moment que nous partageons. » La cérémonie eut lieu dans le jardin de la ferme où ils s'étaient retrouvés semaines auparavant. Les triplés, habillés de façon identique, étaient reportés par Thomas et Madame Moreau, tandis que Sophie conduisait sa mère le long du chemin improvisé entre les fleurs.
François, attendant sous le petit hôtel monté sous un vieil arbre, sentit son cœur déborder en voyant sa famille réunie. Ce n'était pas la famille qu'il avait prévu d'avoir quand il construisait son empire de verre et d'acier, mais elle était infiniment plus précieuse. On dit que la famille est notre bien le plus précieux, commença-t-il dans ses vœux, sa voix étranglée par l'émotion. J'ai mis toute une vie à comprendre le véritable sens de cela. J'ai gaspillé des années à poursuivre le succès, alors que la vraie richesse était dans les sourires que je n'ai pas vus, dans les étreintes que je n'ai pas données, dans les moments que j'ai laissés passer. Et Hélène sourit à travers ses larmes, tandis qu'il continuait. Mais l'univers est sage et généreux. Il m'a donné une seconde chance non seulement avec Thomas, mais m'a offert Sophie, nos petits-enfants, la mémoire précieuse de Julie. Et surtout, il m'a rendu toi, Hélène, pour que nous puissions enfin construire ensemble l'histoire qui aurait toujours dû être la nôtre. Sophie, tenant les alliances, observait la scène avec des yeux brillants. Son monde, qui quelques mois auparavant semblait s'effondrer quand elle s'était retrouvée seule avec 3 bébés à charge, était maintenant rempli d'amour, de sécurité et de promesses d'un avenir radieux. L'amour, dit Hélène dans ses vœux, a de nombreux chemins pour arriver où il doit. Parfois, il fait des détours, se cache, semble se perdre. Mais quand il est vrai, il trouve toujours sa destination. Notre histoire n'a pas commencé de manière traditionnelle, mais cela la rend encore plus spéciale. Parce que ce n'est pas seulement notre histoire, c'est l'histoire de nous tous, unis non seulement par le sang ou les papiers, mais par des choix, par le pardon, par les recommencements. Le premier anniversaire des triplés approchait, et avec lui vinrent des changements, significatifs dans la vie de la famille Lemaire Dupont. La Fondation Julie Dupont était devenue un centre de référence en assistance sociale, et Hélène coordonnait personnellement un programme novateur de soutien aux mères célibataires et à leurs enfants. Par un matin particulièrement agité, François observait depuis son nouveau bureau, maintenant décoré avec des dessins de Sophie et des photos de famille, tandis qu'une équipe de reportage se préparait pour une interview spéciale. Le magazine le plus important du pays ferait un article sur la transformation des entreprises Lemaire et l'impact social de leurs nouvelles initiatives. « Nerveux ?» demanda Thomas, entrant dans la pièce avec Michel dans les bras. Le bébé avait développé un attachement particulier pour son frère aîné ces dernières semaines. « Un peu », admit François, ajustant sa cravate par habitude. « C'est différent quand on a quelque chose de vrai à montrer, pas seulement des chiffres et des graphiques. » Sophie, qui venait de rentrer de l'école, où elle se distinguait maintenant comme l'une des meilleures élèves de sa classe, les a rejoignit portant un album de coupures qu'elle avait assemblé. « Regardez ce que j'ai fait pour montrer durant l'interview, » dit-elle, ouvrant l'album. « C'est l'histoire de notre famille. » Les pages racontaient une narration visuelle émouvante. Depuis les coupures de journaux anciens sur l'homme de glace jusqu'aux nouvelles les plus récentes sur la transformation des entreprises. Il y avait des photos du projet social original, des images de Julie dans son travail communautaire, et bien sûr, de nombreuses photos des triplés et de la nouvelle famille réunie. « C'est précieux, Sophie, » dit Hélène, qui venait d'entrer dans la pièce avec Raphaël et Gabriel. « C'est notre histoire vue à travers tes yeux. » La journaliste qui allait conduire l'interview fut particulièrement touchée par l'album. « Cela montre exactement ce que nous sommes venus chercher, » dit-elle. L'histoire de comment l'amour peut transformer non seulement une famille, mais tout un héritage entrepreneurial. Durant l'interview, chaque membre de la famille apporta sa perspective. Thomas parla de comment la réconciliation avec son père lui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire des ponts. Hélène partagea sa vision sur la persévérance et le pardon. Sophie, avec une maturité qui surprenait tout le monde, parla de comment l'amour peut créer des familles dans les circonstances les plus inattendues. « Vous savez, » dit François, quand vint son tour de parler, « j'ai passé des années à construire un empire basé sur les chiffres, l'efficacité et la froideur. Je pensais que le succès se mesurait à la taille de l'immeuble qui portait mon nom ou au nombre de zéros sur mon compte bancaire. » Il fit une pause, observant Michel qui tentait d'échapper aux bras de Thomas pour ramper dans la pièce. « Mais j'ai appris que le vrai succès réside dans les petits moments. Dans le sourire d'un fils que vous avez reconquis, dans l'étreinte d'une petite fille que vous avez reçue en cadeau du destin, dans les pleurs d'un bébé qui vous fait confiance pour le calmer. » La journaliste, visiblement émue, posa une dernière question, et concernant l'avenir des entreprises Lemaire. Ce fut Thomas qui répondit.
L'avenir est ici, dans cette pièce. Pas seulement dans les chiffres ou les projets sociaux, mais dans la façon dont nous choisissons de conduire les affaires. Chaque décision que nous prenons maintenant tient compte de l'impact sur les personnes, les familles, les communautés. Comme Julie l'aurait fait, ajouta doucement Hélène. Après l'interview, la famille se réunit pour un déjeuner spécial préparé par Madame Moreau, qui insistait désormais pour cuisiner personnellement pour ses enfants, terme qu'elle utilisait affectueusement pour désigner tout le monde, y compris François. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» commenta Sophie, tout en aidant à servir le dessert. « Il y a quelques mois, j'avais tellement peur de l'avenir. Maintenant, pour la première fois, je suis vraiment impatiente de voir ce qui nous attend. Et que veux-tu devenir quand tu seras grande ?» demanda la journaliste, qui avait été invitée à rester pour le déjeuner. Sophie regarda sa famille avant de répondre. « Je veux continuer le travail de ma sœur Julie. Je veux aider d'autres. Familles à trouver leur chemin, comme nous avons trouvé le nôtre. » François sentit ses yeux s'humidifier en entendant les paroles de sa petite fille. Hélène serra sa main sous la table, tandis que Thomas souriait fièrement à sa petite sœur. « Tu le fais déjà, ma chérie, » dit Hélène. « Chaque fois que tu racontes notre histoire, chaque fois que tu montres que l'amour et le pardon peuvent transformer des vies, tu continues l'héritage de Julie. » À ce moment, comme pour ajouter un point final parfait à la scène, les triplés commencèrent l'une de leurs symphonies de rire, contaminant tout le monde à table. La journaliste, observant la scène, réalisa qu'elle avait trouvé bien, plus qu'une histoire de transformation entrepreneuriale, elle avait été témoin d'un véritable miracle de l'amour. La fête du premier anniversaire des triplés fut célébrée dans la même ferme où la famille s'était réunie pour la première fois. Le lieu, maintenant transformé en un espace de convivialité pour les familles aidées par la Fondation Julie Dupont, était décoré de ballons colorés et rempli de rires d'enfants. « C'est incroyable comme tout a changé en si peu de temps », commenta Thomas, observant ses neveux jouant avec d'autres enfants du projet. Gabriel, l'artiste de la famille, montrait déjà sa créativité en transformant le gâteau en une toile abstraite. Raphaël, l'aventurier, tentait d'escalader toutes les chaises à sa portée, tandis que Michel, fidèle à sa nature, protestait bruyamment chaque fois que quelqu'un s'éloignait de lui. Sophie, qui avait aidé à organiser la fête, circulait parmi les invités racontant l'histoire de la famille, à qui voulait l'entendre. Son récit, toujours émouvant et sincère, touchait les cœurs et inspirait l'espoir. « Tu deviens une excellente conteuse d'histoire, » dit Hélène, enlaçant sa fille. Julie avait aussi ce don, tu sais. Elle arrivait à faire croire aux gens que toute transformation était possible. François, qui avait passé la matinée à essayer de photographier chaque moment des triplés, une scène qui surprenait encore ceux qui avaient connu son ancienne personnalité d'entreprise, les rejoignit avec une expression particulière sur le visage. « J'ai une surprise pour vous, » annonça-t-il. « En fait, pour nous tous. » Il conduisit la famille vers une zone plus privée de la ferme, où une petite exposition avait été montée. C'étaient des photographies, des dizaines, racontant l'histoire non seulement des derniers mois, mais de toutes les années qu'ils avaient perdues. Il y avait d'anciennes photos du projet social, avec Hélène et Julie travaillant ensemble. Des images de Thomas enfant, certaines dont il ne se souvenait même pas. Des portraits de Sophie grandissant, soigneusement collectés des archives d'Hélène. Et bien sûr, des centaines de moments des triplés depuis leur premier jour jusqu'à présent. « Comment as-tu obtenu tout cela ?» demanda Hélène, émue. « J'ai eu de l'aide, » répondit-il, souriant à Madame Moreau qui s'approchait. « Notre chère gouvernante a gardé bien plus que de la poussière toutes ces années, et Jean nous a aidés à récupérer d'anciennes archives du projet. » Thomas s'arrêta devant une photo particulière, lui et François, lors de son dernier anniversaire ensemble, avant l'éloignement. À côté, une photo récente montrait, les deux partageant un moment similaire avec les triplés. « Parfois, nous devons perdre quelque chose pour apprendre à l'apprécier, » dit-il, sa voix douce. « Mais l'important est que nous apprenions. » Sophie découvrit une section dédiée exclusivement à Julie. « Regardez !» s'exclama-t-elle, pointant vers une photo en particulier. C'est maman Julie enceinte portant le bracelet de mamie. Le bracelet papillon, maintenant un symbole spécial de la famille, brillait au poignet d'Hélène, tandis qu'elle enlaçait sa fille. « Ta mère disait toujours que ce bracelet avait des pouvoirs magiques, qu'un jour il nous ramènerait à la maison. » Et il l'a fait, compléta François, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer.
L'exposition se terminait par une photo récente de toute la famille réunie. François et Hélène au centre, Thomas et Sophie sur les côtés, Madame Moreau avec eux, et les triplés, chacun avec sa personnalité unique déjà évidente, complétant le tableau. « Mais il reste encore de la place pour plus de photos », observa François, révélant des panneaux vides, parce que notre histoire est loin d'être terminée. À ce moment, comme pour souligner ses paroles, Michel commença son pleur caractéristique. Mais cette fois, avant que quiconque ne puisse bouger, il se calma tout seul, distrait par un papillon qui s'était posé près de lui. « Voyez, sourit Hélène, même lui grandit. » La fête continua, mêlant rires et larmes, anciennes histoires et nouveaux moments. Les familles aidées par le projet se mêlaient au cadre de l'entreprise. Des enfants couraient librement sur la pelouse et au centre de tout, 3 petits anniversaires poursuivaient leur mission de répandre amour et chaos à doses égales. « Sais-tu ce qui est le plus beau ?» commenta Sophie à Thomas, tandis qu'ils observaient François et Hélène danser avec Gabriel dans les bras. « C'est comme si l'amour avait toujours été là, attendant juste que nous apprenions à le voir. » Thomas enlaça sa sœur, pensant à comment cette fillette de 12 ans était devenue si sage. « Parfois, les plus grandes leçons viennent des endroits les plus inattendus, » dit-il. « Et parfois, il faut un petit miracle ou 3 pour nous faire ouvrir les yeux. » Comme pour confirmer ces paroles, Raphaël et Michel rejoignirent leurs parents et leurs frères dans la danse improvisée, créant une scène qui résumait parfaitement le voyage de cette famille, imparfaite, bruyante, parfois chaotique, mais infiniment plus riche et vrai que n'importe quel rêve de perfection qu'ils auraient pu imaginer. 1 an s'était écoulé depuis la transformation qui avait changé à jamais la vie de la famille Lemaire Dupont. Un dimanche matin, François se réveilla au son déjà familier des rires et des petits pas courant dans les couloirs du penthouse, maintenant un véritable foyer plein de vie et de souvenirs en construction. Les triplés, maintenant âgés de 2 ans, avaient développé des personnalités encore plus distinctes. Gabriel, l'artiste de la famille, avait transformé tout un mur de sa chambre en une fresque d'art moderne, gracieuseté de crayons de cire et d'une distraction momentanée de Madame Moreau. Raphaël, l'aventurier, pouvait déjà escalader pratiquement n'importe quel meuble de la maison. Maintenant, tout le monde en état d'alerte constant. Et Michel, bien qu'il conservât sa tendance aux pleurs, les utilisait maintenant de façon plus stratégique, surtout quand il voulait l'attention de Thomas. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout ceci n'était que silence et marbre froid », commenta Hélène, préparant le petit déjeuner avec Sophie, maintenant une adolescente s'épanouissant en une jeune femme extraordinaire. « Parfois, j'essaie de me rappeler comment c'était avant », répondit Sophie, habilement équilibrant un plateau de fruits tout en évitant Raphaël qui passait en courant. « Mais cela semble être une autre vie. » Thomas, qui avait officiellement déménagé dans l'appartement de l'étage inférieur, mais passait plus de temps au penthouse que dans sa propre maison, entra dans la cuisine portant une chemise de documents. « Papa » appela-t-il, un sourire mystérieux sur le visage. « Tu te souviens de cette idée dont nous avons parlé ?» François, qui essayait de convaincre Gabriel de ne pas utiliser sa cravate comme pinceau, leva les yeux avec intérêt. « Tu as réussi ? Tous les documents sont prêts. » Thomas ouvrit la chemise, révélant des papiers officiels. L'ancien siège du projet social est maintenant officiellement la propriété de la Fondation Julie Dupont. Et il y a plus. Nous avons obtenu l'approbation pour le centre de développement infantile sur le terrain adjacent. Hélène laissa tomber la cuillère qu'elle tenait, ses yeux s'embuant instantanément. Le rêve de Julie va devenir réalité, compléta François l'enlaçant. Elle a toujours voulu créer un espace où les enfants pourraient grandir en sécurité et aimer, indépendamment de leur situation familiale. Sophie s'approcha des papiers, ses yeux brillants d'intérêt. Au cours des derniers mois, elle avait commencé à participer activement au projet de la Fondation, montrant une vocation naturelle pour le travail social qui avait tant marqué la vie de sa sœur aînée. « Puis-je aider au projet ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant enthousiasme et une maturité au-delà de ses années. « J'ai quelques idées sur comment rendre l'espace plus accueillant pour les enfants. » En fait, Thomas sourit, échangeant un regard complice avec son père. « Nous voudrions que tu fasses plus que cela. Que dirais-tu d'être la coordinatrice junior du projet ?» Le visage de Sophie s'illumina d'une joie qui fit sourire tous les présents. Même les triplés, sentant l'énergie spéciale du moment, arrêtèrent leurs activités pour observer. « Mais il y a une condition, »
ajouta Hélène, essayant de maintenir une expression sérieuse. Tu dois maintenir tes notes à l'école. Sœur disait toujours que l'éducation est la base de toute transformation. En parlant d'éducation, Madame Moreau entra dans la cuisine avec une lettre. Ceci vient d'arriver pour toi, Sophie. La jeune fille prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle venait de l'école concernant le concours de rédaction auquel elle avait participé. Le thème était « Famille, lien qui transforme » et elle avait écrit sur sa propre expérience. « Ouvre-la, vite !» encouragea Thomas, aussi anxieux que sa sœur. Sophie déchira soigneusement l'enveloppe et commença à lire, ses yeux s'écarquillant progressivement. « J'ai gagné. Premier prix. » La cuisine explosa en célébration. Les triplés, bien que ne comprenant pas exactement la raison de la fête, se joignirent aux festivités avec leurs cris de joie caractéristiques. « Ils veulent publier ma rédaction, » continua Sophie, peinant encore à y croire. « Et ils veulent que je fasse un discours lors de la cérémonie de remise des prix. » « Bien sûr qu'ils le veulent, » dit François, sa poitrine gonflée de fierté. « Parce que tu as le don le plus précieux de tous. Tu sais transformer la douleur en espoir, la peur en courage, et les histoires tristes en contes de recommencement. » Hélène enlaça sa fille, murmurant à son oreille « Ta sœur serait si fière de toi. » À ce moment, comme par magie, un papillon entra par la fenêtre de la cuisine, se posant doucement sur le mobile qu'Hélène avait fait avec l'ancien bracelet, maintenant transformé en un symbole permanent de l'union familiale. « Regardez !» s'exclama Gabriel, le premier à le remarquer, « comme celui du bracelet. » Tous observèrent en silence, tandis que le papillon battait doucement des ailes, créant des reflets dorés dans la lumière du matin. C'était comme si Julie était là, bénissant ce moment, cette famille qui s'était formée de manière si inattendue. « Tu sais, » dit Thomas, brisant doucement le silence, « je crois que j'ai finalement compris quelque chose que papa disait, toujours dans les affaires, mais qui ne prend vraiment son sens que maintenant. »« Quoi ?» demanda François, curieux. « Que la vraie valeur d'une chose ne réside pas dans son prix, mais dans sa signification. Et notre famille, eh bien, elle n'a pas de prix. » La cérémonie d'inauguration du Centre de développement infantile. Julie, Dupont eut lieu par un après-midi doré de printemps. L'ancien bâtiment du projet social, maintenant complètement rénové, mais conservant son essence accueillante, était rempli de personnes qui avaient fait partie de ce voyage extraordinaire. Sophie, élégante dans son premier ensemble formel, se préparait à faire le discours d'ouverture. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait les feuilles de papier, les mêmes qui lui avaient valu la première place au concours de rédaction. « Nerveuse ?» demanda Thomas, ajustant le nœud papillon de Michel qui avait insisté, pour emporter un identique à celui de son oncle. « Un peu, » admit-elle. Mais Julie disait que les meilleures histoires sont celles qui font battre notre cœur plus fort, n'est-ce pas, maman? Hélène sourit, aidant Raphaël à rester tranquille sur sa chaise, une tâche presque impossible. « Oui, mon amour. Et tu as la meilleure histoire de toutes à raconter. » François, qui observait Gabriel dessinant des papillons sur le programme de la cérémonie, ressentit une émotion profonde en voyant sa famille réunie. Madame Moreau, assise au premier rang, commençait déjà à essuyer ses larmes avant même que l'événement ne commence. Lorsque Sophie monta sur scène, un silence respectueux s'empara de l'auditorium. Sa voix, claire et confiante, commença à raconter l'histoire que tous connaissaient, mais qui ne perdait jamais sa magie. Il y a 2 ans, j'étais juste une fillette effrayée, tentant de protéger 3 bébés par une nuit d'orage. Aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter comment l'amour peut transformer non seulement une famille, mais tout un héritage. Pendant qu'elle parlait, des images étaient projetées sur l'écran derrière. Elle, des photographies de l'ancien bracelet papillon, de la première rencontre de François et Hélène, de Julie dans son travail social, des triplés grandissants, de Thomas revenant à la maison, de Madame Moreau prenant soin de tous avec son amour inconditionnel. Ma sœur Julie, que je n'ai jamais pu connaître personnellement, mais qui vit à travers l'amour qu'elle a laissé, croyait que chaque enfant mérite une chance d'être aimé, protégé et inspiré. Ce centre n'est pas seulement un bâtiment. C'est la réalisation de son rêve, un lieu où d'autres familles pourront trouver leur propre chemin de transformation. Dans l'assistance, des hommes d'affaires qui auparavant ne se souciaient que des chiffres essuyaient discrètement des larmes. Des familles aidées par le projet souriaient en reconnaissance.
Et au centre de tout, une famille improbable démontrait que l'amour ne connaît ni limite, ni définition traditionnelle. Certains pourraient dire que notre histoire est trop improbable pour être vraie, continua Sophie, son regard rencontrant chaque membre de sa famille. Un homme d'affaires qui redécouvre son cœur, un fils qui apprend à pardonner, une femme qui n'a jamais cessé de croire en l'amour, 3 bébés qui ont uni des destins séparés, et une fillette qui a découvert que la famille n'est pas seulement le sang, c'est un choix, un engagement, l'amour dans sa forme la plus pure. François serra la main d'Hélène, sentant le bracelet papillon à son poignet. Thomas enlaça les triplés qui, par un miracle momentané, étèrent calmes, comme s'ils comprenaient l'importance de ce moment. Aujourd'hui, en inaugurant ce centre au nom de Julie Dupont, nous ne rendons pas seulement hommage à une personne, nous célébrons une idée, celle que l'amour a le pouvoir de transformer des réalités, de guérir des blessures, de construire des ponts là où il y avait des murs. Sophie fit une pause, ses yeux brillants de larmes contenues. Et pour vous qui écoutez cette histoire et qui affrontez peut-être vos propres défis, souvenez-vous, parfois les plus grands miracles commencent dans les nuits les plus sombres. Parfois il faut se perdre pour trouver son vrai chemin. Et parfois un simple bracelet papillon peut être le début d'une histoire d'amour qui transcende les générations. Quand elle termina, l'auditorium explosa en applaudissements. François fut le premier à se lever, suivi par Thomas, Hélène et tous les présents. Les triplés, contaminés par l'émotion du moment, commencèrent leur propre célébration. Michel pleurant de joie, Raphaël tentant d'escalader la chaise pour mieux voir, et Gabriel envoyant des baisers à sa sœur. Madame Moreau, qui pleurait, maintenant ouvertement, résuma le sentiment de tous. Qui aurait cru que cette nuit d'orage nous mènerait jusqu'ici? Hélène enlaça Sophie quand elle descendit de scène, murmurant « Tu n'as pas seulement continué l'histoire de Julie, ma chérie, tu as commencé ta propre histoire. » « Notre histoire, » corrigea Sophie, tandis qu'elle était enveloppée dans une étreinte collective par sa famille. Et là, dans ce moment d'amour pur et véritable, tous comprirent une vérité fondamentale, que les plus grands trésors de la vie ne sont pas gardés dans des coffres forts, ni mesurés en chiffres, mais dans les sourires que nous partageons, les mains que nous tenons et les cœurs que nous transformons. Comme un papillon qui bat des ailes et provoque une tempête de l'autre côté.